Alors, ok. Bonjour. Oups. Hop là. Alors, peut-être avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Qui ici est capable de m'expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle? Vous en avez parlé ce matin, non? Il me semble. Non? D'accord, tant mieux. Quelqu'un veut essayer? Bon, vous avez déjà entendu parler d'intelligence artificielle, non? D'accord, vous avez déjà vu des films sur l'intelligence artificielle. Ok, bon, maintenant on va voir ce que c'est. En fait, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement le fait de reproduire un comportement humain dans une machine. C'est tout. On prend ce qu'un humain est capable de faire, on fait faire ce comportement-là, cette chose-là à une machine. Il y a dans l'intelligence artificielle tout un tas de techniques pour y arriver. Une de ces techniques qui est la plus en vogue en ce moment est quelque chose qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage machine. L'idée, c'est qu'on va donner des exemples du comportement à la machine et que la machine va apprendre à reproduire ce comportement à partir de ces exemples. Un peu finalement comme quand un enfant, on lui montre le livre avec les photos d'animaux et il voit marqué cheval et il apprend à reconnaître un cheval avec ses exemples. C'est un petit peu pareil, mais dans une machine. Et pourquoi est-ce que c'est si important? C'est important parce qu'à partir du moment où on n'a plus besoin de programmer les règles du comportement dans la machine, mais qu'on a juste besoin de collecter et de donner des exemples, et bien finalement, on n'a plus besoin de mettre un humain dans la boucle. C'est-à-dire qu'on a juste besoin d'avoir un genre de capteur où on récupère de la data, de la donnée, on la donne à la machine et la machine se débrouille à partir de là. Et la raison pour laquelle il y a cette accélération fulgurante dans l'intelligence artificielle, c'est justement parce que c'est beaucoup plus simple d'automatiser une tâche dans laquelle on n'a pas besoin d'intervention humaine que de demander à un humain expert de comprendre ce qui se passe, de s'asseoir et donc de programmer la machine. Le machine learning, c'est véritablement une sorte de boîte noire magique dans laquelle on va pouvoir modéliser tout un tas de différents comportements humains. Et dans le machine learning, il y a un type d'algorithme d'apprentissage, donc un genre de modèle mathématique d'apprentissage qu'on appelle le deep learning. Donc le deep learning est une branche du machine learning, qui est une branche de l'intelligence artificielle, et les trois sont plus ou moins utilisés de manière équivalente aujourd'hui, mais ce ne sont pas les seules technologies qui existent. Alors le deep learning, ça marche comment? Vous avez entendu parler du deep learning? Cette révolution, ça fait 5-6 ans qu'on nous parle de ça comme étant véritablement la grande nouveauté en intelligence artificielle. Le deep learning, malgré ce qu'on essaie de vous faire croire, c'est pas si compliqué. Et je ne devrais pas dire ça parce que c'est mon métier, mais c'est vraiment pas si compliqué. La manière dont ça marche, c'est assez simple. On va créer ce qu'on appelle un réseau de neurones artificiels. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Bon, je sais très bien que le cerveau ne marche pas du tout comme ça, mais on appelle quand même ça un réseau de neurones artificiels. Et l'idée, c'est que chaque couche que vous voyez, qu'on va superposer l'une après l'autre, va représenter en fait une couche de neurones. Chaque point que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle un neurone artificiel. Et tout le but, ça va être d'arriver à trouver une façon de changer le poids des connexions entre les neurones des différentes couches. Donc tous les neurones de la première couche sont connectés aux neurones de la deuxième couche, qui sont connectés aux neurones de la troisième couche. Et à partir d'exemples qu'on va donner au réseau, il va apprendre un petit peu à modifier ces petites connexions jusqu'à trouver une espèce de chemin qui permette d'arriver de ce qu'on lui donne en entrée à ce qu'on essaie de lui donner en sortie. Donc imaginons qu'on ait envie de comprendre et de reconnaître des chats dans des images. On va prendre des images de chats et on va prendre chaque pixel de l'image du chat et chaque pixel va être un neurone, un petit point là dans cette première couche en orange. À force de regarder tout un tas d'images de chats et de combiner ces pixels, au bout d'un moment, la machine s'est dit « Tiens, il y a quelque chose que je vois de manière assez régulière dans ces images de chats, ce sont des bords. » Donc, quelques couches plus bas, la machine a appris à représenter le concept de bord. Une fois que la machine s'est représentée des bords, elle peut combiner ces petits bords et quelques couches plus bas, elle est capable de se représenter ce que c'est qu'un chat pour finalement être capable de décider est-ce que oui ou non c'est un chat qui est dans cette image. Donc, c'est extrêmement simple. Et ce qui est vraiment brillant dans cette technique, c'est qu'à aucun moment, quelqu'un a dit à la machine ce que c'était qu'un chat. Personne n'a dû dire à la machine « un chat, ça a des oreilles pointues, c'est touffu, une petite moustache et c'est mignon ». En fait, on a juste donné les pixels de l'image du chat et la machine s'est totalement débrouillée par elle-même. Et c'est exactement ce genre de technologie qu'on voit aujourd'hui apparaître dans tout un tas de domaines, notamment dans la santé. Donc on voit des gens qui se servent de ça pour reconnaître des choses dans les images radio, dans les IRM. Ça ne marche pas trop mal, il paraît. Il y a des gens qui s'en servent pour analyser les électrocardiogrammes. Donc il y a une boîte française qui s'appelle Cardiologues qui fait ça. Je ne sais pas s'ils sont là d'ailleurs, mais de reparler ce qu'ils font, c'est plutôt pas mal. Il y a des gens qui s'en servent aussi en bioinformatique. Donc mon doctorat que j'ai fait il y a 12 ans maintenant, 11-12 ans, en bioinformatique, on utilisait des technologies de machine learning pour analyser justement toutes ces séquences d'ADN, essayer de faire de la pharmacogénomique, de faire du repliement de protéines, ce genre de choses-là.
Donc ce n'est pas nouveau en fait en réalité cette technique-là. Ça fait des années que ça existe, c'est juste que maintenant ça marche un petit peu mieux. On s'en sert bien évidemment aussi pour tout ce qui touche à la santé au sens large, donc le well-being, l'analyse du sommeil, tout ce qui touche aux électroencéphalogrammes, tout ce qui va toucher par exemple à ces petits bandeaux qui vont analyser nos pas, qui vont analyser nos cycles du sommeil, qui vont analyser notre rythme cardiaque, essayer de nous dire tout un tas de choses. Apple a annoncé que sur la nouvelle Apple Watch, ils avaient réussi à faire approuver par la FDA américaine que la montre, grâce à son capteur cardiaque, puisse analyser le rythme cardiaque et donner du diagnostic. C'est la première fois qu'on arrive à ça. Tout cela n'était pas possible sans ces intelligences artificielles. On voit aussi beaucoup se développer les agents conversationnels dans la santé, les chatbots, les interfaces vocales. Finalement, quand on appelle pour prendre rendez-vous dans un cabinet, on n'a pas forcément besoin de parler à quelqu'un, on peut très bien parler à une machine. Google a fait une super démo de ça pour prendre rendez-vous dans un salon de coiffure, prendre rendez-vous chez son médecin, ce n'est pas forcément plus compliqué. On pourrait très bien automatiser ça et le faire à travers le téléphone, comme l'aurait fait n'importe qui. On voit aussi pas mal de gens s'intéresser à la gestion plutôt logistique, par exemple le triage dans les hôpitaux. Je ne sais plus quelle entreprise avait fait une expérience assez bien où ils avaient montré qu'on pouvait être beaucoup plus efficace dans la manière dont on prioritisait les patients qui arrivaient à l'hôpital. Donc d'une manière générale, l'intelligence artificielle n'est pas un produit en soi, c'est une technologie transversale que vous pouvez utiliser à peu près partout. Et donc ça fait un petit peu peur. Sauf que tous les exemples que je vous donne ici, ça reste en fait ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle faible. C'est-à-dire que la machine, aussi intelligente qu'elle soit, en réalité, n'est capable d'effectuer que la tâche qu'on lui a demandé d'apprendre à effectuer. Et c'est tout. Elle n'a aucune conscience de ce qu'elle est en train de faire, elle n'a aucune capacité de généralisation. Si la machine a appris à diagnostiquer un certain type de maladie, ça ne veut pas dire qu'elle est capable de diagnostiquer un autre type de maladie. Pour ça, il faudrait ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle générale. C'est cette capacité qu'aurait une machine, une intelligence artificielle, à résoudre n'importe quel raisonnement logique et donc à apprendre à réadapter ce qu'elle a appris à d'autres fonctionnalités. Ça équivaudrait à apprendre à une machine, par exemple, à jouer aux échecs et que la machine, du coup, intuitivement, développe sa propre façon de jouer aux dames ou à un autre jeu de plateau. Imaginez quand vous commencez à appliquer ça au domaine de la santé, quand vous appliquez ça à tout un tas de choses. Donc aujourd'hui, tous les chercheurs essayent de développer ces intelligences artificielles générales qui soient capables de résoudre toutes les tâches logiques et qui auraient un QI de 1 trillion, comme tout le monde est en train de nous expliquer. Sauf que ce n'est quand même pas ce qu'on voit dans les films. Ce qu'on voit dans les films, ces intelligences artificielles humaines, ces robots qu'on voit dans tous ces films de science-fiction, ce ne sont pas que des robots logiques, ce sont des robots qui sont également dotés d'une intelligence émotionnelle. Et il faut véritablement distinguer l'intelligence artificielle de l'intelligence humaine artificielle. Ce n'est pas du tout la même chose. L'intelligence humaine, ce n'est pas que de la logique, c'est aussi de l'intelligence émotionnelle. C'est le QI, je ne sais pas si on dit le QE en français. Et d'ailleurs, l'intelligence émotionnelle sert à beaucoup de choses très pratiques dans la vie de tous les jours, comme résoudre des paradoxes. Donc ça, en l'occurrence, c'est un piège à voiture autonome. C'est élégant, hein ? C'est élégant de simplicité et tellement puissant pour expliquer la différence entre l'intelligence logique et l'intelligence émotionnelle. On trace un cercle pointillé sur le sol. C'est pratique. On trace un cercle pointillé sur le sol et à l'intérieur, on trace une ligne blanche. La voiture, quand elle est à l'extérieur de ce cercle, elle avance, parce qu'elle a le droit, c'est pointillé puis c'est blanc, ça c'est autorisé, sauf qu'une fois qu'elle est à l'intérieur, ça devient blanc et pointillé, elle est bloquée. Il n'y a aucune façon pour une voiture qui pourrait conduire mieux que n'importe quel humain. Elle aurait appris sur des millions d'heures de conduite, ce n'est pas important. C'est interdit de passer. C'est un paradoxe logique pour la voiture, elle ne peut pas sortir de ce piège. Nous, en tant qu'humains, si on conduit la voiture et qu'on voit ça au sol, qu'est-ce qu'on se dit? Ok, je passe. Mais ce jugement-là, vous l'avez fait comment? Vous ne l'avez pas fait de manière logique. Il n'y a aucun raisonnement mathématique qui vous a emmené à cette conclusion. Cette conclusion, vous avez fait appel à votre intelligence émotionnelle et vous avez décidé que, pour un humain, c'est certainement une blague. La machine ne peut pas faire ça. Sauf si on programme la machine à déjouer ce genre de règles, mais il y a une infinité de paradoxes, donc on pourra toujours trouver un autre piège, ou qu'on apprenne à la machine à tricher. Mais bon, si la machine maintenant ne suit plus le code de la route, on est un petit peu mal parti, quoi. Donc tant que les machines n'auront pas de capacité d'intelligence émotionnelle, elles seront toujours confrontées à des paradoxes logiques. Et ça, c'est assez rassurant, parce qu'en fait, la question maintenant de l'intelligence humaine artificielle et donc du remplacement de l'humain par la machine devient une question de est-ce qu'on peut recréer de l'intelligence émotionnelle dans une machine? Pour moi, la réponse, c'est non. C'est non déjà parce que ça équivaudrait à recréer de la conscience artificielle.
Je ne sais pas si quelqu'un est capable de m'expliquer comment on fait ça, mais je n'ai même pas l'impression qu'on a un début de piste. Allez, disons qu'on y arrive quand même. Ce qu'il faudrait en plus de ça, c'est d'une manière ou d'une autre aussi recréer des émotions artificielles. On sait par exemple que les humains qui ne ressentent pas d'émotions ne sont pas capables de prendre des décisions, sauf si on leur donne une procédure à suivre pour prendre ces décisions, sauf si on leur donne un algorithme. Et ça, c'est véritablement important, parce que ce que ça montre, c'est qu'énormément des décisions qu'on prend au quotidien ne fait pas appel qu'à de la logique, mais véritablement fait appel à un jugement émotionnel. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que la majorité des stratégies qu'on développe sont en général parties d'une intuition émotionnelle, et on utilise notre intelligence logique pour prouver finalement cette idée qu'on a eue de manière émotionnelle. Donc il faudrait que les machines soient capables de ressentir des émotions. Et je ne parle pas ici de détecter des émotions chez d'autres gens ou de donner l'impression d'avoir des émotions. Je peux voir que quelqu'un sourit, je peux faire semblant de sourire, ça ne veut pas dire que je suis content. De ressentir l'émotion, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il faudrait que les machines ressentent les émotions. Par-dessus ça, il ne faut pas oublier que le cerveau, c'est quand même pas quelque chose qui est isolé. Hein. Ce n'est pas juste un truc dans du formol, quoi. On est quand même un cerveau dans un corps, dans un environnement, et la perception qu'on a du monde extérieur a une influence extrêmement forte sur l'intelligence qu'on développe et sur la manière dont on utilise notre cerveau. Donc il faudrait que les machines soient dotées des mêmes sens que les humains, qu'on leur donne des yeux, des oreilles, qu'on leur donne les mêmes facultés de vision que les humains, ce qui n'est pas encore du tout atteignable. Comme si ça ne suffisait pas, n'oublions pas que l'intelligence humaine est aussi collective. Donc il faudrait que ces machines soient tellement fortes pour se faire passer pour des humains qu'on les intègre dans des cercles d'humains et que ces humains ne leur parlent pas comme à des machines. Donc en fait, il faudrait que ces machines soient suffisamment humaines pour se faire passer par des humains, mais là on est en train de voir qu'elles ne peuvent pas se faire passer par des humains parce qu'elles n'ont pas ces capacités émotionnelles. Donc c'est un peu une histoire du serpent qui se mord la queue, quoi. Quand bien même on arriverait à résoudre ça, il y a aussi fondamentalement un problème d'énergie. Le cerveau consomme quoi, 20 watts. Alors quelqu'un après peut me dire si je raconte n'importe quoi, mais j'ai lu ça sur Internet. Une intelligence artificielle qui serait aussi connectée que le cerveau humain. Parce qu'on nous dit très souvent ça, on nous dit tous ces trucs-là dont on est en train de parler, la conscience, machin, ce n'est qu'un artefact de la connectivité du cerveau. Très bien, prenons un ordinateur, connectons autant de neurones qu'on en a dans le cerveau, avec autant de fils qui connectent les différents transistors, et on voit ce que ça donne. Ça requiert 10 mégawatts d'énergie. C'est une petite centrale électrique. Donc 20 watts pour le cerveau humain, 10 millions de watts pour une intelligence artificielle avec une structure équivalente. Donc maintenant, on a un problème d'énergie. Et donc, on doit aussi résoudre le problème d'énergie. Donc ma conviction, honnêtement, c'est que si on doit recréer une conscience artificielle, recréer des émotions artificielles, recréer un corps artificiel, donc des sens artificiels, recréer de l'intelligence collective artificielle, et en plus de ça, on veut résoudre le problème d'énergie, franchement, au final, ça s'appelle faire un gamin, quoi. Et donc, plutôt que de se poser la question de créer des intelligences humaines artificielles, en réalité, ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment combiner la puissance logique de l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle aura un QI de 10 trillions, mais elle aura un quotient émotionnel de 0. L'humain, en revanche, aura cette faculté émotionnelle et pourra exploiter cette intelligence logique qu'a la machine. Et donc, c'était pas censé être ça le smiley, bon, c'est raté. C'est quand on combine véritablement l'intelligence émotionnelle humaine, qui est horizontale, qui est véritablement transversale, où on a cette vue d'ensemble sur les choses, cette capacité de résolution de paradoxes de manière un petit peu, voilà quoi, avec l'intelligence logique artificielle, cette capacité de rentrer en profondeur dans un problème et de calculer toutes les combinaisons possibles et d'avoir ce raisonnement à l'infini. C'est quand on va combiner ces deux choses-là que véritablement on va être capable de résoudre des problèmes. Une intelligence artificielle seule ne résoudra pas les problèmes qu'on a en tant qu'humain. Et un humain seul finit assez rapidement par être limité dans ce qu'il est capable de résoudre aussi à cause de ce manque de puissance de calcul. Et la combinaison des deux est véritablement la clé à résoudre tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et donc, plutôt que d'essayer de développer des intelligences humaines artificielles, posons plutôt la question des interfaces humain-machine, des interfaces cerveau-machine. Comment est-ce qu'on fait pour créer le moins de friction possible entre l'humain et la machine pour que les deux puissent collaborer ensemble de manière tellement naturelle et simple que ça ne requiert plus aucun effort. Et ça, pour le coup, on a déjà quelques idées. Ça, c'est beaucoup plus atteignable d'un point de vue concret que de recréer une conscience artificielle. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que moi, depuis que je suis petit, on m'a expliqué que le futur ressemblait un peu à ça. C'est-à-dire un monde extrêmement technologique où finalement les machines ont un peu pris le dessus. Les humains, ça sert un petit peu de batterie comme dans Matrix ou des trucs comme ça. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui va se passer. La réalité, c'est qu'en déléguant aux machines les tâches
qui requièrent finalement de l'intelligence machine, qui sont pénibles pour des humains, et en se concentrant sur des tâches émotionnelles qui sont beaucoup plus, bon, ça dépend pourquoi, mais qui sont en tout cas beaucoup plus agréables en général, qui sont plus intéressantes pour nous, peut-être qu'on arrivera à se débarrasser de toute cette friction au quotidien, qu'on arrivera à résoudre tellement de problèmes qu'on n'aura plus aucun stress. Et peut-être qu'un jour, on sera même capable de se sentir un peu comme à la plage, comme on était tous en vacances. Grâce à la combinaison de l'intelligence artificielle et de l'intelligence émotionnelle humaine, on va pouvoir vivre dans un monde où finalement, on n'a plus aucun souci à se faire. Merci. Je pense qu'on a un peu de temps pour des questions. J'ai des questions pour vous, Rand. J'arrive. Dans quel sens? Ah oui, d'accord. De venir avec mon iPad. J'avance, mais j'ai des talons, donc c'est un petit peu compliqué. Alors, première question de la salle, bien sûr. L'intelligence artificielle n'est-elle pas, du fait de la complexité de son développement, exclusivement réservée aux pays riches? Quid des pays en voie de développement? Il y a le développement de la technologie et puis il y a la mise en production dans quelque chose d'utile. Je pense que ce qui, en général, est intéressant, ce n'est pas forcément là où la technologie a été créée, mais c'est plutôt là où la technologie est accessible. Il n'y a pas de raison, a fortiori, que l'intelligence artificielle soit limitée aux pays riches, parce que ça reste en fait du logiciel. Le logiciel, c'est un petit peu comme Internet, comme tout. C'est globalement moins cher que d'acheter un produit physique. Après, c'est une question de volonté, bien évidemment. Et ça, c'est... je ne sais pas comment on peut résoudre ce problème. C'est plus une question de culture, finalement, business, des entreprises qui développent ces outils à base d'intelligence artificielle. Mais la technologie en elle-même, en tout cas, n'a pas de limitation géographique ou de limitation monétaire. Ça ne coûte pas grand-chose d'utiliser de l'intelligence artificielle. Parfait. Deuxième question. Comment exploiter un maximum de données sans violer les principes du RGPD dans la santé? Oui. Alors, bon, là, en l'occurrence, j'en ai pas parlé ici, mais moi, c'est mon deuxième sujet favori, c'est la vie privée. C'est très important. Et très souvent, on va nous dire, l'intelligence artificielle, ça requiert un accès à toutes nos données personnelles, parce que sinon, on ne peut pas entraîner ces algorithmes d'intelligence artificielle, de machine learning. Alors, ça, c'était vrai avant, sauf qu'aujourd'hui, c'est faux. Aujourd'hui, on est capable, en combinant des nouvelles techniques de cryptographie, d'entraîner, de faire apprendre aux machines à faire des choses, non pas sur les données des individus, mais sur les données chiffrées des individus. C'est-à-dire, on va prendre la donnée de quelqu'un, on va la brouiller avec un signal un peu aléatoire. Donc la machine et la personne derrière ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais on arrive quand même à effectuer des calculs mathématiques. C'est un petit peu comme, c'est vraiment de la magie noire, hein, mais ça marche. C'est quelque chose qui s'appelle le chiffrement homomorphe, si vraiment ça vous intéresse. C'est des technologies qui commencent à apparaître. Et donc la vraie question qu'il faut se poser derrière n'est pas est-ce que techniquement on est capable de faire de l'intelligence artificielle sans accéder à la donnée. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que les entreprises comme Google et les autres ne le font pas? Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle ils ne le font pas. Parce que soyons clairs, ils peuvent tout faire techniquement. Hein. Ils ne le font pas parce que leur business model dépend de l'accès à la donnée. Point. Une entreprise qui vous dit qu'il n'y a pas d'autre solution que d'accéder à vos données personnelles pour faire de l'intelligence artificielle, en fait, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est j'ai besoin de ta data parce que j'en ai besoin pour faire de l'argent. Très bien. En matière d'intelligence artificielle, les labos français sont-ils compétitifs? Oui. D'ailleurs, en fait, il y a des Français dans quasiment toutes les plus hautes hiérarchies d'intelligence artificielle dans toutes les entreprises du monde. Facebook, Yann Lequin, c'est un Français. Enfin, n'importe quelle entreprise où on va voir où il y a de l'intelligence artificielle de très haut niveau, il y a des Français en fait qui sont en train de gérer ça. Le seul souci qu'on a, je pense peut-être, c'est que jusqu'à récemment, il manquait un petit peu, je dirais, de financement pour des vrais projets à long terme d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup en fait il y a un problème en général, surtout dans le privé avec les startups, de penser qu'on peut monter une start-up en 3 mois, quel que soit le problème qu'on essaye de résoudre. En fait, ils savaient que dans l'intelligence artificielle, en 3 mois, on peut peut-être faire un truc qui marchote, mais quelque chose qui marche véritablement, et surtout quand on parle de la santé, ça met un petit peu plus de temps, ça demande un petit peu plus de moyens, il y a plus de R&D à faire. On commence un petit peu à se réveiller à ça maintenant, donc ça change, mais d'un point de vue académique, on a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai une entreprise de 70 personnes en intelligence artificielle, j'ai 4000 personnes qui ont candidaté chez moi dans les 6 derniers mois. Donc ils existent, hein, ces gens-là, ils sont là, quoi. Est-ce que les mises en garde de Musk Gates vis-à-vis de l'intelligence artificielle vous interpellent? Oui, mais parce qu'en fait, je trouve que c'est dommage d'avoir une plateforme médiatique aussi large et de s'en servir pour raconter n'importe quoi. Très bien, très bien répondu. Eh bien, c'est la fin des questions de la salle. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était très riche.